Eh bien, je vous souhaite le bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Au nom de notre association des juristes pour le respect du droit international, Jurdi, je vous remercie chaleureusement de participer à cette déjà quatrième édition mensuelle des mardis de Jurdi. Je veux ici rappeler que Jurdi a fait le choix d'organiser, comme vous le savez maintenant, le premier mardi de chaque mois, une telle conférence débat sur des thématiques concernant le contexte du conflit Israël-Palestine, en nous focalisant en priorité, bien sûr, sur des questions relevant des questions spécifiquement juridiques qui sont trop peu ou trop mal traitées dans le débat public et que nous souhaitons éclairer, développer avec nos experts universitaires, avocats ou autres professionnels du droit, membres de notre association, ou comme ce soir en compagnie d'experts d'autres organisations partenaires que je veux remercier chaleureusement. Nous le faisons bien sûr pour contribuer à la formation de nos membres, comme pour alimenter le débat au sein de notre association, comme le débat public. Nous le faisons également, bien sûr, à des fins de diffusion, de promotion du droit international dans ses diverses branches applicables dans ce contexte, mais aussi de renforcer le rôle spécifique de Jurdi comme expert en la matière et asseoir notre crédibilité et spécificité juridique, tant sur le plan académique que pratique. Vous avez peut-être déjà assisté à l'une des premières sessions de nos mardis de Jurdi et je me doute, je vois quelques visages familiers. L'intérêt que ces sessions ont soulevé, le nombre croissant des participants, les retours positifs que nous recevons, mais aussi et plus que jamais dans les moments que nous vivons. L'exigence d'amplifier un nécessaire travail de diffusion, de promotion et d'éducation. Ça nous a convaincus de poursuivre ces moments de partage, d'enseignement et d'échange, et de diversifier les sujets de fond abordés pour éclairer le débat public. Ce quatrième mardi de jeudi a lieu à un moment, nous le constatons tous, d'une extrême gravité de la situation qui prévaut dans cette région et potentiellement dans le monde, tant dans le territoire palestinien occupé qu'au Liban et dans le Golfe Persique, où une reprise des hostilités pourrait intervenir d'un moment à l'autre avec les conséquences dramatiques et les bouleversements de tous ordres pour les peuples de la région et pour le reste du monde. Un moment de violation grave du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit pénal international. Jourdi n'a cessé d'agir par ses actions de contentieux, de plaidoyer, de communication, pour que le droit international soit sans cesse rappelé et respecté par tous. La conférence de ce soir, vous l'avez vu, est intitulée Le régime des sanctions américaines à l'épreuve du droit international, le cas palestinien. Elle sera consacrée en particulier à la présentation du rapport qu'a rédigé et publié la Coalition pour la Cour pénale internationale le 23 avril dernier. Ce rapport est intitulé, il est en anglais, Criminalizing Accountability, the US Lawfare Against the International Justice System, que je pourrais maladroitement traduire par criminaliser la responsabilité, le lawfare américain contre le système judiciaire international. Notre conférence présentera et analysera ce régime des sanctions américaines sous différents angles, par ceux qui ont produit ce rapport. Chacun a sûrement en mémoire les actions anciennes et actuelles que les États-Unis d'Amérique ont entreprises depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, donc du début du fonctionnement de la Cour pénale internationale, pour dissuader les États de ratifier le statut, puis ensuite pour empêcher l'ouverture d'enquêtes ou examens préliminaires par le procureur de la Cour pénale internationale en Afghanistan, Pakistan, puis surtout en Palestine. État parti au statut par tous les moyens à sa disposition, en intimidant, voire menaçant procureurs et juges, en adoptant une législation sanctionnant celles et ceux qui pourraient poursuivre des citoyens américains ou certains de ses alliés comme Israël. On a bien sûr à l'esprit les sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre les juges de la Chambre préliminaire qui a émis les mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, comme celles prises contre la rapporteure spéciale des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé, Mme Francesca Albanese, ou encore les poursuites entreprises contre le procureur Karim Khan.
On a appris les conséquences de ces sanctions pour ces personnes et, il faut le dire, pour la crédibilité de la Cour pénale internationale et pour son fonctionnement. Le rapport de la coalition analyse ce régime de sanctions américaines qui s'appuie sur et instrumentalise une justice extraterritoriale, un secteur bancaire global et une diplomatie dissuasive qui vise à porter atteinte à la Cour et au-delà à la justice internationale, au droit international lui-même et à tous les États partis au statut de Rome et à ses objectifs, mais aussi aux victimes des crimes internationaux qui attendent justice et réparation, accroissant l'impunité de leurs auteurs et menaçant encore plus la paix et la sécurité internationale qui est déjà en perdition. C'est pourquoi la conférence d'aujourd'hui est d'importance. Le rapport va au-delà. Il propose des recommandations destinées en particulier aux États tiers, surtout ceux partis comme la France au statut de Rome. À nous de nous en emparer. Laissez-moi à présent vous présenter nos trois conférenciers de ce soir, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Zoé Paris. Elle est coordinatrice de plaidoyer à la Coalition pour la Cour pénale internationale et elle est vice-présidente de Jurdi en charge des relations avec la société civile. Elle présentera le rapport de la coalition. Zoé est une juriste spécialisée en droit international et en justice transitionnelle. Elle a travaillé avec des organisations locales en Irak, en France et en Palestine. En tant que coordinatrice du plaidoyer de la coalition, elle a dirigé la rédaction du nouveau rapport dont je viens de parler. Puis ensuite, Antoine Madelin. Antoine est directeur du plaidoyer international de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, organisation regroupant près de 200 organisations de défense des droits humains dans plus de 115 pays. Depuis plus de 20 ans, au sein de l'AFIDH, il coordonne le travail de plaidoyer auprès des États, des institutions intergouvernementales et des acteurs économiques et contribue à définir les orientations stratégiques de l'organisation. Il est également enseignant vacataire aux universités Panthéon-Assas et Sorbonne Paris-Nord. Et enfin, Joël Beda. Joël est juriste spécialisé en droit international humanitaire et actuellement conseiller juridique de l'organisation palestinienne Al-Haq. Il travaille tout particulièrement à développer le contentieux français sur la Palestine. Il a avant cela travaillé pour la Cour pénale internationale, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ainsi qu'à l'UNRWA. Je veux ici les remercier d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette conférence. Au terme de leurs exposés, j'ouvrirai un moment d'échange avec les participants. Chacun est invité à poser dès à présent des questions dans le chat et je les relayerai aux conférenciers. Vous pouvez commencer à les formuler pendant les interventions. Pour le bon déroulé des échanges, les micros seront coupés, sauf ceux des intervenants. Bon, j'ai assez parlé, je donne la parole maintenant à nos conférenciers. Zoé, tu as la parole. Merci Patrick, merci et merci encore à Jurdi pour l'organisation de cet événement. Donc je me présente, je m'appelle Zoé Paris et je suis coordinatrice de plaidoyer pour la Coalition pour la Cour pénale internationale, qui est une organisation qui rassemble plus de 1500 ONG au travers le monde qui travaillent sur la justice internationale. Et trois de nos membres, de nos organisations membres, Al-Haq, le Centre palestinien pour les droits humains, et El Mizan, ont été sanctionnés par l'administration américaine de Trump. Quand les sanctions ont eu lieu, on a tout de suite réalisé l'impact des sanctions, non seulement sur ceux qui ont été directement sanctionnés, mais sur l'écosystème de la justice internationale de manière plus large. Et donc, on a décidé d'écrire un rapport sur cet impact. Le rapport est basé sur 45 entretiens, notamment avec l'ensemble des personnes qui ont été sanctionnées par le décret américain 14203. La question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que Trump a utilisé le système de sanctions américain pour attaquer l'ensemble de l'écosystème de justice internationale et quelles ont été les conséquences, mais également quelles ont été les réactions de la part des États, et notamment de la part des États membres et des États partis au statut de Rome et de l'Union européenne.
Les sanctions qui ont été imposées par Trump contre la Cour et ceux qui coopèrent avec la Cour l'ont été sur la base principalement du International Emergency Economic Power Act, qu'on appelle aussi AIPA, qui a été adopté dans les années 70. L'AIPA autorise le président américain à déclarer un état d'urgence national et à imposer des sanctions contre toute entité qui serait considérée comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour les intérêts américains. Ces sanctions incluent un gel des avoirs, une interdiction de territoire sur le territoire américain, mais également l'interdiction de recevoir des services ou un soutien matériel de la part de personnes américaines. Et en fait, à partir du moment où la Cour pénale internationale s'est intéressée aux crimes qui ont été commis par des personnes américaines, notamment en Afghanistan, puis par des personnes israéliennes sur la situation Palestine, il y a eu une augmentation des pressions venant d'Israël et des États-Unis sur la Cour. Et ces pressions ont abouti à la fin à l'utilisation de ces sanctions. Donc, on rappelle notamment la lettre qui a été envoyée par un groupe de sénateurs américains, dont Marco Rubio, en menaçant directement le procureur de la Cour, Karim Khan, de sanctions, les appels de Benjamin Netanyahou à utiliser tous les moyens à leur disposition pour empêcher les initiatives de la Cour. Donc voilà, il y a eu tout un tas de pressions. Puis le 6 février 2025, Trump a adopté le décret 14203 et a imposé des sanctions contre le procureur Karim Khan. Depuis, il y a 8 juges qui ont été sanctionnés, 3 procureurs de la Cour, une experte indépendante des Nations Unies et 3 ONG palestiniennes, et une 4e ONG palestinienne sous un décret différent. Et en fait, pour la première fois, avec ces sanctions, les États-Unis ont pas seulement ciblé la Cour, comme ça avait été le cas auparavant quand il y avait eu des sanctions contre la procureure Fatou Bensouda, mais ont sanctionné l'ensemble de l'écosystème du statut de Rome en allant des ONG qui documentent les crimes sur le terrain, jusqu'aux experts indépendants des Nations Unies qui font du plaidoyer pour la justice, et en allant jusqu'aux juges et aux procureurs de la Cour pénale internationale. Et donc, c'est la première fois qu'on voit une telle attaque contre l'ensemble du système de justice internationale. Et la question qui s'est tout de suite posée quand les sanctions ont été annoncées, c'est la question de l'impact. Et en fait, la question que ces sanctions posent, c'est comment est-ce qu'un instrument juridique domestique américain peut avoir un tel impact bien au-delà de la juridiction américaine et bien au-delà du territoire américain. Et en fait, c'est en lien avec la dépendance mondiale vis-à-vis des systèmes financiers, technologiques et des entreprises américaines. Donc, en pratique, avec ces sanctions américaines, c'est pas seulement les entreprises, les banques américaines qui ont arrêté de donner des services aux personnes qui ont été sanctionnées, mais également des banques de pays européens, des entreprises européennes et des fournisseurs de services européens et d'autres pays et d'autres régions. Et donc, les sanctions ont eu un impact extraterritorial et l'impact des sanctions est allé bien au-delà du territoire américain. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout d'abord, toutes les personnes qui ont été sanctionnées sont interdites d'entrer de territoire américain. Enfin, leurs visas ont été révoqués, non seulement pour eux, mais pour leurs familles. Les personnes qui avaient des biens aux États-Unis, ces biens ont été gelés. Donc, par exemple, la Francesca Albanese, qui a un appartement à Washington, cet appartement, elle ne peut plus l'utiliser. Il a été bloqué entre guillemets par l'administration américaine. La juge Bossa, qui avait un compte en banque avec une banque américaine, a son compte en banque qui a été gelé, donc elle peut plus accéder à l'argent qu'elle avait dans ce compte bancaire. Donc ça, c'est sur l'impact en lien direct avec les États-Unis.
Ensuite, de manière complètement extraterritoriale, il y a eu d'autres impacts. Donc, par exemple, Karim Khan a eu tous ses comptes en banque en Angleterre qui ont été gelés. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas accéder à ses comptes bancaires. Le juge Lord Kipanidze, qui est géorgien, a eu l'ensemble de ses comptes fermés en Géorgie, et la banque en Géorgie lui a également demandé de rembourser un prêt en quelques semaines. Et s'il ne remboursait pas ce prêt, le bien qu'il avait acheté avec ce prêt lui aurait été retiré. La juge Betty Oler, qui est slovène, a eu son compte bancaire en Slovénie fermé, alors que ça faisait plus d'une décennie qu'elle était dans cette banque. La juge Bossa a eu l'ensemble de ses comptes initialement fermés en Ouganda. La rapporteuse spéciale Francesca Albanese n'arrive pas à ouvrir de compte bancaire en Europe. Donc, elle se retrouve aujourd'hui dans une situation où elle n'a aucun compte bancaire. Elle n'a pas la capacité de faire des paiements, de recevoir des paiements. Elle n'a pas de carte bleue, et elle a tenté d'ouvrir un compte en banque en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas, et ça a été refusé. Le juge français Nicolas Guillou n'a pas de carte de paiement en France, puisque la France n'a pas de système de carte bancaire indépendant de Mastercard et de Visa. Par ailleurs, toutes les personnes sanctionnées sont en incapacité de faire des virements internationaux, et ce qui a un impact particulièrement important pour les magistrats et pour les personnes sanctionnées qui travaillent en Europe, mais qui viennent de pays qui sont en dehors de l'Europe et en dehors de la zone euro, puisque ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire de transfert pour payer, pour soit envoyer de l'argent à leur famille et à leurs proches, ou pour payer toutes les dépenses qui sont en lien avec leur vie dans leur pays. Dans leur pays. Au-delà de la question bancaire, il y a toute la question d'autres types de services. Donc, ils ont perdu accès à des services essentiels comme les emails, cloud. Les sanctions ont impacté leur possibilité de voyager, de faire des réservations de billets d'avion, d'hôtels, etc. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte au travers des entretiens et en écrivant le rapport, c'est que l'impact des sanctions varie selon le soutien apporté par chaque État de nationalité des personnes sanctionnées. Et en fait, parce qu'il n'y a pas eu de réponse structurelle pour protéger l'ensemble des personnes sanctionnées, on se retrouve dans une situation dans laquelle l'impact des sanctions est différent selon que le gouvernement de la personne sanctionnée soutienne activement la personne sanctionnée ou pas. Donc, il y a plusieurs manières de soutenir les personnes sanctionnées. Ça peut être en faisant des public statements, ça peut être en parlant avec les banques et en s'assurant que les personnes continuent à recevoir des services. Mais les situations sont différentes. La situation de la rapporteuse spéciale Francesca Albanese, qui n'a pas reçu le soutien du gouvernement italien depuis qu'elle a été sanctionnée, est différente de la situation du juge français Nicolas Guillou ou du procureur Karim Khan. Donc ça, c'est sur l'impact sur les personnes qui ont été visées. Sur la société civile, l'impact a été d'autant plus important parce que les ONG ont été sanctionnées en tant que structure. Donc, il y a 3 ONG palestiniennes qui ont été sanctionnées sous le même décret que les magistrats de la Cour, donc Al-Haq, Al-Mizan, le Palestinian Center for Human Rights, qui s'appelle PCHR, et il y a une 4e ONG palestinienne, Adamir, qui a été sanctionnée sous un décret différent. Donc, qu'est-ce que ces sanctions veulent dire pour les organisations qui ont été sanctionnées? Je laisserai Joël en parler plus en détail, mais c'est fermeture des comptes bancaires, tous les staffs américains qui ont dû arrêter de travailler avec ces organisations, perte de financement à hauteur de jusqu'à 60% de leur financement, exclusion de certains réseaux, de certaines coalitions. Et en fait, l'objectif très clair de ces sanctions sur les ONG palestiniennes, c'est de les silencier, donc de faire en sorte qu'elles ne puissent plus faire leur travail de plaidoyer et de dénonciation des violations des crimes commis en Palestine occupée. C'est de les isoler,
de faire en sorte que toute collaboration avec ces organisations soit criminalisée, soit mettre les personnes à risque d'être sanctionnées, et de faire en sorte qu'elles ne puissent plus continuer leurs opérations, donc en limitant leur capacité d'ouvrir des comptes en banque, de recevoir des financements et de recevoir des transferts internationaux. Je vais juste donner l'exemple de l'ONG Ad-Damir, parce que Joël pourra très bien parler de l'impact sur Al-Haq. Donc sur l'ONG Ad-Damir, quand Ad-Damir a été sanctionné, ils ont eu leurs comptes bancaires qui ont été gelés en 3 heures. Ils n'ont pas accès jusqu'à aujourd'hui à l'argent qui est sur ce compte bancaire, et on parle de financement public, hein, c'est une organisation, c'est une ONG, donc c'est des financements publics qui sont sur un compte bancaire qui ne peuvent plus être accédés par l'association. Ils ont perdu accès à l'équivalent d'à peu près 1 an de données avec l'entreprise Microsoft, et ils n'arrivent pas à récupérer ces données. Ils ont perdu l'ensemble de leurs comptes de réseaux sociaux Meta, donc Facebook, Instagram, en plus aussi de la perte de YouTube et de centaines de vidéos qui étaient sur les chaînes, et notamment également sur les chaînes de Al-Haq, du PCHR et de Al-Mizan. Donc l'impact, il est extrêmement important, et on parle ici des seuls, les ONG palestiniennes sont certains des seuls acteurs qui sont encore présents sur le terrain en Palestine occupée, qui peuvent documenter, qui ont accès aux victimes, qui ont accès aux témoins, qui ont accès aux preuves. Et donc l'objectif, c'est vraiment de les empêcher complètement de faire ce rôle-là de documentation. Et ce dont on s'est rendu compte également, au travers du rapport, mais également simplement avec notre travail au sein de la coalition, c'est que les sanctions ont eu un impact au-delà des ONG qui ont été sanctionnées directement, et qu'elles ont eu un impact sur l'ensemble de la société civile qui travaille sur les questions de justice. Pour toute personne américaine, que ce soit une personne physique ou morale qui donnerait des services, so providing services or material support, so un soutien matériel ou des services, soit à des personnes ou organisations sanctionnées, soit aux enquêtes qui sont en lien avec les crimes commis par des personnes américaines ou des alliés, notamment des personnes israéliennes, sont à risque de 20 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à $1 million. Donc tout le travail autour de la question de la justice pour la situation en Palestine et en Afghanistan aux États-Unis a été criminalisé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ONG américaines et les personnes américaines ont dû arrêter tout travail en lien avec soit les ONG palestiniennes qui ont été sanctionnées, soit les personnes sanctionnées de la Cour pénale internationale. Ils ont notamment dû arrêter du travail de plaidoyer, du travail de recherche, du travail de contentieux stratégique. Donc ça a eu un impact extrêmement important sur la capacité de travailler de manière collective sur la question de justice pour les crimes commis, soit par les personnes américaines, soit par des personnes israéliennes. Au-delà et en fait, il y a aussi quelque chose qui est important de comprendre, c'est l'effet de peur que ça a créé, ce qu'on appelle le chilling effect. Et donc, le fait que de nombreuses personnes, en fait les sanctions c'est pas extrêmement clair de savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit, notamment avec l'administration Trump. Et donc, il y a ce sentiment que c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui serait un soutien matériel et qu'est-ce qui n'est pas un soutien matériel. Et donc, on s'est aussi retrouvé dans des situations où de nombreuses personnes et ONG ont aussi, par peur, sont allées plus loin que les interdictions imposées par le décret. Et donc, on a eu des situations dans lesquelles des personnes ont quitté des groupes Signal ou des groupes WhatsApp dans lesquels les personnes sanctionnées étaient présentes, des situations dans lesquelles les personnes se sentaient ne participaient pas à des réunions dans lesquelles les personnes ou les organisations sanctionnées étaient présentes. Donc, ça a vraiment créé un climat de peur au sein de la société civile américaine qui travaille sur les questions de justice internationale. Au-delà des ONG américaines, il y a eu également un impact sur
toutes les organisations qui travaillent sur la justice en lien avec la Palestine et l'Afghanistan. Les ONG ont dû prendre du temps pour faire des risk assessments, pour faire des analyses de risques, pour se restructurer, pour voir comment est-ce qu'elles pouvaient continuer à travailler tout en limitant leurs risques vis-à-vis des sanctions américaines. Donc il y a vraiment eu un effet dissuasif sur l'ensemble de la société civile au niveau international. Malgré tout ça, ce qu'on a vu au travers des entretiens et au travers de notre travail, c'est énormément de résilience. Donc il y a une résilience très claire de la part des magistrats, de la part des ONG. Tout le monde a été très clair qu'ils continueront leur travail en toute indépendance, que les enquêtes continuent, que le travail de la Cour continue et que le travail des ONG continue. Mais le problème, c'est que la résilience des personnes et des organisations seule n'est pas assez, et que c'est là où on a besoin d'une réponse de la part des États et d'une réponse de la part des États parties et de la part de l'Union européenne forte et structurelle pour pouvoir permettre aux acteurs qui sont visés par ces sanctions de pouvoir continuer. Et c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'Union européenne, donc l'Union européenne a condamné les sanctions visant la Cour pénale internationale, mais elle est restée silencieuse sur la question des sanctions contre les ONG palestiniennes. Et les outils juridiques qui existent, notamment le statut de blocage de l'Union européenne, dont on pourra parler plus en détail lors des questions du moment d'échange, n'a pas été activé. Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions en demandant à la Commission européenne d'adopter le statut de blocage de l'Union européenne. Et en fait, le statut de blocage de l'Union européenne permettrait de limiter l'impact des sanctions sur le territoire européen permettrait de limiter l'impact des sanctions sur le territoire européen et en imposant aux entreprises européennes et aux personnes européennes à ne pas appliquer les sanctions américaines. La réponse des Nations Unies a également été pas satisfaisante et pas à la hauteur de l'attaque contre la rapporteure spéciale Francesca Albanese. Et notamment, les États auraient pu demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif, comme ça a été fait dans 2 cas précédents qui sont similaires d'attaques contre des experts indépendants des Nations Unies. Ça n'a pas été fait. Le secrétaire général des Nations Unies n'a jamais pris la parole lui-même sur les sanctions contre Francesca Albanese. Et quand on parlait un peu plus tôt de la question du chilling effect, on sait que ce chilling effect a aussi un impact au niveau des Nations Unies, au niveau des experts indépendants des Nations Unies. Et voilà, donc on est face à une situation où les États-Unis attaquent de manière très claire la justice internationale, l'indépendance de la justice. Leur demande, la demande des États-Unis est très claire. Ils veulent que la Cour abandonne toute poursuite contre Netanyahou et Galland, mais de manière plus générale, abandonne toute enquête et toute poursuite contre des personnes soit américaines, soit alliées aux États-Unis, en particulier des personnes israéliennes. Et la réponse des États a été non satisfaisante et n'a pas permis, en tout cas ne permet pas aujourd'hui de protéger les personnes qui ont été sanctionnées et de leur permettre de continuer à effectuer leur travail en toute sécurité et en toute indépendance. Et la question qui est extrêmement présente de la question de sanctions institutionnelles, puisque les États-Unis menacent l'ensemble de la Cour, menace la Cour d'être sanctionnée de manière institutionnelle. Et donc, on se pose la question de quelles seraient les conséquences de ces sanctions institutionnelles au vu du manque de réponse de la part des États et de la part de l'Union européenne. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé, pour cette présentation et d'être resté dans les temps. Je passe la parole maintenant à Antoine, s'il veut bien.
Alors, il veut bien, mais je pense que ça a plus de sens que ce soit Joël qui parle avant Ah, moi d'accord. pour faire un état des lieux plus complet aussi des associations, l'impact de ces sanctions sur les associations palestiniennes, si vous voulez bien. C'est parfait, mais j'avais pris l'ordre qui m'avait été présenté. Donc, Joël, tu as la parole. Merci Patrick, merci de m'avoir invité à ce séminaire. Donc, je vais revenir sur des points évoqués par Zoé en faisant un focus sur Al-Raq et également en présentant des répercussions qui sont communes dans l'ensemble des organisations palestiniennes sanctionnées. Je vais essayer également de démontrer que les sanctions américaines ne doivent pas être analysées séparément, mais dans un ensemble plus vaste de mesures prises non seulement par les États-Unis, mais par Israël, et qui visent à un résultat bien précis, c'est de nous réduire au silence et l'impunité d'Israël, de responsables israéliens pour les crimes commis dans les territoires palestiniens occupés. Alors, je pense que d'emblée, il est important de replacer donc les sanctions américaines prises en compte de nos organisations, donc les trois, Al-Raq, Al-Mezan PCHR et également Adamir. Donc, dans le cadre d'une campagne de dénigrement dont nous sommes la cible depuis des décennies, parce que nous défendons l'état de droit dans le TPO, le démantèlement du régime israélien d'apartheid et de colonialisme, la libération de la Palestine et les droits inaliénables à l'autodétermination et au retour du peuple palestinien, ainsi que la mise en cause de responsabilités pénales des auteurs israéliens de crimes internationaux et de leurs complices. Cette campagne de dénigrement se fonde sur la désinformation et des accusations sans fondement utilisées par Israël dans le but de nous discréditer, de nous réduire au silence et d'affaiblir notre légitimité. En 2015, lorsque l'État de Palestine a adhéré au statut de Rome, Al-Raq a commencé à constituer des dossiers de preuves en vue de l'examen préliminaire par la CPI. En 2016, notre directeur général Sharwan Jabarin et Nada Keith Swanson, notre chercheuse principale sur le dossier de la CPI, ont reçu des menaces de mort d'une gravité telle que la procureure de la CPI de l'époque a noté dans son rapport annuel que les autorités néerlandaises, en tant qu'État hôte de la Cour, traitaient cette affaire avec le plus grand sérieux. Israël a par la suite créé un ministère, le ministère israélien des Affaires stratégiques, qui a publié des rapports qualifiant notre travail légitime en faveur des droits humains devant la CPI et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de tactiques terroristes. Parallèlement, Israël a tenté de faire pression sur des pays donateurs de l'Union européenne pour qu'ils cessent de financer nos organisations en s'appuyant sur le contenu de ces rapports. Lorsque les États membres de l'UE ont conclu que ces allégations étaient non fondées, Israël a réagi en désignant 6 organisations de la société civile palestinienne, dont Al-Raq, comme des organisations terroristes en octobre 2021, interdisant de fait notre travail légitime en faveur des droits humains. À la suite de ces désignations, nos avoirs pouvaient être gelés par les autorités israéliennes et des experts de l'ONU ont condamné l'utilisation abusive par Israël de mesures de lutte contre le terrorisme, la qualifiant d'attaque frontale contre les droits humains partout dans le monde. 9 ministères des Affaires étrangères européens ont publié une déclaration commune affirmant qu'il n'y avait aucune preuve justifiant ces désignations et qu'ils continueraient à nous soutenir. En août 2022, les forces israéliennes ont fait une descente dans nos locaux et ceux de 6 autres ONG en saisissant, détruisant notre matériel, déchiquetant des drapeaux palestiniens et cartes de la Palestine mandataire et en scellant les portes de nos bureaux sur ordre des autorités militaires. Malgré cela, nous avons poursuivi notre action visant à demander à la CPI de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre des auteurs israéliens de crimes internationaux, à lui transmettre des dossiers de preuves. Et en novembre 2024, la CPI a délivré 2 mandats d'arrêt, l'un à l'encontre du Premier ministre israélien Netanyahou et l'autre à l'encontre de l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Dans ce contexte, les États-Unis ont décidé de nous sanctionner en septembre 2025 pour notre collaboration avec l'enquête de la CPI sur la situation en Palestine. Cela était prévisible, les États-Unis ayant également sanctionné la CPI début 2022 ainsi qu'en 2025.
Ces deux séries de sanctions sont fortement motivées par des considérations politiques et visent à protéger le principal allié des États-Unis, Israël. Cependant, les sanctions américaines constituent un pas de plus dans cette tentative de nous réduire au silence. Elles sont sans précédent en termes de gravité et ont considérablement affecté notre capacité à remplir notre mandat en raison des répercussions sur les donateurs américains, les organisations et individus qui travaillent avec nous. En l'espace de quelques jours, les banques nous ont coupé l'accès à nos comptes et les financements américains ont cessé du jour au lendemain et les bailleurs de fonds non américains, invoquant des évaluations de risque, ont également suspendu leur versement. Nous n'avons pas pu payer notre personnel, nos activités de plaidoyer et de contention étaient affectées, ce qui a entraîné l'arrêt de nombreux axes de travail. Néanmoins, Al-Raq, en tant que première organisation de défense des droits humains au Moyen-Orient, donc fondée en 1979, ne sera pas dissuadée et suffisamment forte pour poursuivre son travail en matière de droits humains, de responsabilité pénale individuelle, de plaidoyer auprès des Nations Unies, afin de garantir que les auteurs israéliens de crimes internationaux dans le TPO soient pleinement poursuivis et tenus pour responsables, tant au niveau national qu'international. Face à ces accusations d'antisémitisme dont nous faisons l'objet, il est important de rappeler que notre mandat n'admet aucune discrimination. Nous documentons et dénonçons les violations commises dans le TPO, qu'elles soient prétendument le fait d'auteurs israéliens ou palestiniens. La raison pour laquelle notre plaidoyer se concentre sur Israël est très simple. La grande majorité des violations commises dans le TPO le sont par des commandants, des soldats, des fonctionnaires ou des colons israéliens. En conséquence, nous avons soumis une grande quantité de preuves concernant ces violations à la CPI depuis 2015 et nous avons été sanctionnés pour cette raison. S'il fallait voir un côté positif dans ces sanctions, c'est à quel point elles montrent la peur qu'ont les États-Unis dans le droit international et notre travail. Au lieu de sanctionner Israël pour ces violations du droit international qui durent depuis des décennies et dont la gravité a culminé avec le génocide en cours à Gaza, les États-Unis protègent Israël, poursuivant leurs intérêts géopolitiques, faisant fi du droit international. Les sanctions à l'encontre des juges et procureurs de la CPI, du rapporteur spécial de la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, et de nos organisations constituent une tentative sérieuse d'empêcher ce travail de documentation et par conséquent une tentative de destruction des éléments de preuve. En ce sens, elles doivent être considérées comme faisant partie du génocide, de l'effacement systématique du peuple palestinien par le démantèlement des institutions qui lui permettent de demander des comptes afin de garantir à Israël une impunité totale. Non seulement les États-Unis, en tant que principal allié d'Israël, ont été son principal complice dans ce génocide par le biais d'un soutien financier considérable et de transfert d'armes, mais ils ont également aidé à assister les responsables israéliens à échapper à toute mise en cause de leur responsabilité pénale. Cela ajoute une difficulté supplémentaire aux obstacles auxquels sont confrontés nos collègues habituellement basés à Gaza, qui rencontrent déjà de grandes difficultés pour documenter les crimes commis sur place, étant donné qu'Israël a détruit 90% de la bande de Gaza, pris pour cible 256 journalistes et professionnels des médias entre le 7 octobre 2023 et le 17 décembre 2025, et en refusant l'entrée d'enquêteurs sur le territoire, en s'en prenant à ceux qui garantissent la responsabilité pénale des auteurs israéliens, comme le procureur de la CPI et la commission d'enquête des Nations Unies sur le TPO. Israël a également tenté de détruire des preuves par divers moyens, notamment en recourant à des fausses communes et en menant les perquisitions que j'ai mentionnées auparavant dans nos bureaux. Or, la destruction, l'altération ou l'entrave à la collecte de preuves constitue une infraction à l'administration de la justice au sens de l'article 70, paragraphe 1c du statut de Rome de la CPI. Ces mesures s'inscrivent dans un schéma de génocide, d'effacement et d'entrave à la responsabilité visant à garantir l'effacement du peuple palestinien. Compte tenu de ce qui précède, il est dans l'intérêt de tous de lutter contre les sanctions politiques américaines, car elles constituent une atteinte flagrante au droit et à l'ordre international. Elles risquent fort de créer un dangereux précédent permettant d'imposer des sanctions à l'encontre de n'importe quel tribunal, organe ou organisation, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne ou même les tribunaux nationaux. Il est donc impératif que l'UE
s'opposent à ces sanctions visant la CPI et mettent en place un statut de blocage. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joël, pour ta présentation. Et bien maintenant, je passe la parole à Antoine pour terminer les trois présentations. Antoine, tu as la parole. Merci beaucoup. Moi, je travaille à la FIDH, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, qui est une organisation qui a aussi dans son sein les trois organisations palestiniennes visées par les sanctions pour leur travail auprès de la Cour pénale internationale, que ce sont Al-Haq, PCHR et Al-Mizan. Donc, on a été, nous aussi, dès le début, touchés par cette décision. On était déjà mobilisé sur les sanctions concernant la Cour, mais ici, j'allais dire touché dans notre chair, puisque ces associations font partie du travail quotidien de la FIDH. Elles sont représentées dans notre conseil d'administration, etc., etc. Et donc nous avons mis, en tout cas dès le début de ces sanctions, mis en place tout un processus pour d'une part comprendre et ensuite rectifier l'impact qu'avaient ces sanctions sur le fonctionnement quotidien du ONG international de défense des droits humains, en gardant à l'esprit que ce soit dans nos bureaux à Paris, à Genève ou à Bruxelles, on était tout à fait safe, à la différence de nos collègues palestiniens dont les comptes en banque ont été gelés, hein, sans mentionner celles et ceux dont les bureaux ont été bombardés. Mais pour aussi, je dis ça pour comprendre comment et combien le mouvement des droits humains, le mouvement international des droits humains, a été touché de plein fouet par ces sanctions. C'est ce qu'explicitait Zoé aussi dans son intervention, en ce que l'incrimination qui vise les juges et les ONG palestiniennes euh, est telle que toute personne, c'est-à-dire toute entité juridique ou individu qui fournit un service à des entités ou des individus visés par les sanctions, est passible de poursuite pour violation des sanctions. Et donc c'est du fait de cette définition extrêmement large que l'ensemble des ONG, mais aussi les différents acteurs auprès desquels les ONG intervenaient, ont été pris de court, hein, en termes de mobilisation. Ce qui veut dire et ce qui signifie que en visant quelques juges et trois ONG, l'administration américaine a finalement touché l'ensemble de l'écosystème de la justice internationale, puisque tout le monde, de près ou de loin, travaille avec la Cour et ou travaille avec les ONG palestiniennes. Nous sommes tous, du coup, dans une situation où ces sanctions nous impactent toutes et tous, indirectement, à des niveaux différents, mais en tout cas dans notre travail. Et je le dis aussi pour expliciter que dans la manière avec laquelle l'administration américaine intervient, euh, celle-ci fait usage d'un outil qui est parfaitement redoutable, qui est l'infrastructure financière internationale, qui est très large et qui s'est construite et consolidée après la Seconde Guerre mondiale autour du dollar. Et qui fait que l'ensemble des acteurs qui naviguent, interviennent et utilisent directement ou indirectement des dollars peuvent se trouver directement ou indirectement touchés par ces sanctions. Et c'est ce qui en fait, et c'est ce qui en fait finalement son extraterritorialité, alors qu'on aurait pu penser que la juridiction américaine ne se limite que au territoire américain. En réalité, c'est pas du tout le cas. Euh,
Et c'est ce qui rend du coup ces sanctions particulièrement efficaces, hein, en quelque sorte, en ce qu'elles ont un impact qui est très large. Et pourquoi cet impact est aussi large? C'est parce que l'administration américaine a mis en place des outils de contrôle de mise en œuvre des sanctions qu'ils ont développées autour des différentes décennies, qui ont touché directement ou indirectement les différents acteurs financiers qui pouvaient ne pas respecter leur direction. Et à cet effet, une histoire a concerné la BNP, la BNP Paribas, qui a été poursuivie aux États-Unis pour ne pas avoir respecté des sanctions que les États-Unis d'Amérique avaient mis en place concernant l'Iran, concernant Cuba et concernant Soudan, en facilitant soit les transferts d'argent, soit voilà, d'une manière ou d'une autre, euh, à destination de ces trois pays-là, et peut-être à l'intérieur de ces pays des entités ou des individus qui pouvaient être sous sanction. La BNP Paribas a été poursuivie et condamnée à hauteur de 8,9 milliards de dollars pour avoir violé ces sanctions. Donc, c'est une petite douche froide, et qui fait que depuis lors, l'ensemble des acteurs financiers ont mis en place au sein de leur propre structure des entités de compliance qui vérifient la manière avec laquelle toute entité ou individu listé par l'administration américaine et ou potentiellement relié à des entités listées, que ces entités-là soient écartées de leurs propres opérations. Et c'est ce qui fait finalement que ces sanctions ont un impact particulièrement redoutable. Euh, euh, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand on imagine aussi ces sanctions, et Zoé est intervenue pour dire que finalement il n'y avait eu que très peu de réactions de l'Union européenne ou d'autres États, si ce n'est peut-être des condamnations du bout des lèvres concernant la Cour, absolument rien concernant les ONG palestiniennes. Euh, on sait, alors, en partenariat avec la coalition, à la FIDH, euh, attaché à essayer d'obtenir des meilleures réactions et mobilisations de l'Union européenne, en essayant de comprendre quels pouvaient être les outils à la disposition de l'Union européenne pour essayer de contrecarrer ces sanctions. Et Zoé en a parlé, ainsi que Joël. Au cœur des solutions, il y a ce qu'on appelle le règlement de blocage. Alors, je vais dire quelques mots dessus pour comprendre en quoi ça consiste. Le règlement de blocage est un règlement de l'Union européenne qui a été imaginé pour pouvoir contrecarrer des éventuelles sanctions en permettant ou en indiquant aux différents opérateurs intervenant dans l'Union européenne que ces sanctions ne seront pas sont considérées comme étant non applicables dans l'Union européenne, ce qui veut dire que telle entité, telle banque, par exemple, peut garder et maintenir des comptes pour telle entité, la Cour ou un juge ou une ONG. Euh, euh, En réalité, cette autorisation, finalement, que fait l'Union européenne, est une autorisation qui existe sur le papier, qu'on demande d'ailleurs et qui n'a toujours pas été faite, en tout cas du côté de l'Union européenne, mais dont aussi il faut réfléchir au fait qu'elle n'est pas tout à fait efficace, en ce que ils sont autorisés d'ouvrir un compte en banque dans l'Union européenne, mais pour autant, la BNP, par exemple, reste passible de poursuites devant l'OFAC américain. Et donc, du coup, ça crée un double système
où bah, vous avez le droit de le faire dans l'Union européenne, et même d'ailleurs, si vous refusez de le faire, d'assurer les ouvertures des comptes dans l'Union européenne, vous pouvez avoir des sanctions de l'Union européenne pour vous condamner pour ne pas avoir respecté le droit à un compte. Euh, mais à l'inverse, vous pouvez aussi être condamné par les États-Unis d'Amérique. Et donc, du coup, vous vous trouvez dans une situation où le règlement de blocage, d'un point de vue opérationnel, n'est pas tout à fait satisfaisant non plus, en ce que les banques bah, se feraient condamner. Alors, le règlement prévoit que si elles sont condamnées, elles peuvent demander une réparation auprès de l'Union européenne, ce qui est une garantie aussi que l'Union européenne fournit. Mais pour un service juridique d'une banque, à nouveau, je cite la BNP, voilà, parce que je l'ai parlé d'elle un peu plus tôt, euh, si vous devez choisir entre ouvrir un compte pour une ONG et ou ne pas le faire, et si on ouvre un compte, on a la possibilité du coup de se faire poursuivre, soit aux États-Unis, et ensuite demander réclamation dans l'Union européenne, etc. Donc vous avez un espèce de une incertitude juridique qui est réelle, qui fait que les principales banques commerciales, du coup, ont très peu de chances, en tout cas, de pouvoir ouvrir un tel compte en banque. Deuxième argument aussi, euh, la réparation qui est envisagée par l'Union européenne, quand l'Union européenne dit ben, on vous remboursera les frais que vous avez dû payer auprès de l'OFAC américain, si elle monte à hauteur de plusieurs milliards de dollars, vous comprenez aussi que l'Union européenne, ou en tout cas les chefs d'État européens, soient réticents à l'idée de payer eux-mêmes les sanctions imposées à l'OFAC contre les institutions financières européennes. Ce qui explique aussi qu'on est dans une situation un petit peu de blocage au niveau de l'Union européenne, le règlement de blocage, dans une situation de blocage, et qui fait que malgré nos demandes, en tout le moins qu'il y ait des déclarations politiques fortes et des garanties envoyées aux institutions financières que l'Union européenne serait là pour les soutenir, il n'y a eu jusqu'à présent aucune décision de ce fait. Et donc, pour essayer de surpasser ce blocage-là, on a aussi regardé quelles pourraient être d'autres solutions et comment on pourrait garantir au sein de l'Union européenne ou dans des zones européennes la capacité pour des ONG de défense des droits humains comme les ONG palestiniens de pouvoir mener et maintenir leur travail. Et au fait, on est parti du fait que les sanctions américaines sont applicables parce que dans le monde entier, tout le monde utilise des dollars. Et en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et il y a fort heureusement maintenant d'autres monnaies, et il y a notamment dans l'Union européenne un euro, qui fait que il est possible d'imaginer de pouvoir construire des frontières entre le dollar et l'euro et permettre à des opérations menées par la Cour ou des ONG de pouvoir être en quelque sorte protégées à partir du moment où les transactions financières ne se font que dans une zone de l'euro. Et donc, c'est le sens des demandes que l'on a pu formuler auprès de l'Union européenne pour, dans un premier temps, essayer de limiter ces transactions financières dans les zones en euros. Euh, le deuxième volet est la mise en place d'outils de paiement, puisque Zoé le précisait aussi, quand le juge Guillou, le témoignage du juge Guillou, pour ça, c'est ceux qui l'ont retenu, euh, est tel que ressortissant européen, il a un compte en euros, mais il utilise une carte Visa ou alors peut-être une Mastercard pour faire tout l'ensemble de ses paiements.
et Visa et Mastercard sont des entreprises américaines et en conséquence de quoi ils ne peuvent pas. Voilà, ces deux entreprises-là ont blacklisté tout de suite Nicolas Guillou pour les raisons que Zoé a bien explicitées. Dans ces conditions, il pourrait être aussi envisageable que l'Union européenne développe des moyens de paiement européens propres à l'Union européenne. C'est une demande qui est portée notamment par plusieurs parlementaires du Parlement européen aujourd'hui, qu'il y ait en sorte de facilité de paiement en utilisant l'euro numérique pour voilà, et développer des outils de paiement derrière. Et donc, du coup, finalement, une des solutions qui est proposée aujourd'hui pour l'Union européenne pour essayer de débloquer cette situation, c'est de mettre en place un système un canal financier. Avec en quelque sorte un bouclier financier contre le nexus du dollar, un bouclier financier avec des canaux financiers qui permettent aux acteurs travaillant près de la Cour pénale internationale ou en Palestine ou même en Afghanistan, de pouvoir développer leurs propres opérations dans cet espace, entre guillemets, protégé des institutions américaines. Donc c'est le sens des demandes que l'on a pu porter auprès de l'Union européenne et qu'on continue de poursuivre, qui sont aussi reprises dans le rapport de la coalition. Euh, et dont on appelle aussi l'Union européenne à regarder de plus près pour plusieurs raisons. Bien évidemment, les menaces contre les juges de la Cour pénale internationale, lesquelles menaces de la Cour pénale internationale finalement bloquent aussi la plupart des opérations de la Cour aujourd'hui, hein, au-delà des juges, ça c'est important de le souligner. Pour que des ONG comme Al-Haq puissent reprendre leurs activités, ouvrir des comptes en banque dans l'Union européenne, développer des modalités, des canaux de paiement financiers pour pouvoir payer les personnes qui sont basées en Palestine. Euh, euh, L'ensemble de cet écosystème de la justice internationale pour qu'il puisse être protégé d'une certaine manière. Euh, Au-delà de ce cercle-là, euh, les sanctions américaines aujourd'hui sont aussi utilisées alors à une échelle moindre contre l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qui a été un commissaire qui avait mis en place les régulations contre les GAFA ou en tout cas régulant les GAFA, à défaut d'être contre les GAFA. Et cette régulation a suscité l'ire de l'administration américaine qui, du coup, a mis en place des sanctions contre Thierry Breton. Alors, cette fois-ci, ça ne touche que sa capacité de voyager vers les États-Unis d'Amérique. Mais qui sait, demain, il pourrait aller plus loin si l'Union européenne développe encore des régulations qui déplaisent à l'administration américaine. Et donc, du coup, on est dans une potentielle surenchère de la part de l'administration américaine qui fait que de l'autre côté de l'Atlantique, en quelque sorte, les États membres de l'Union européenne, et c'est notre demande, puissent construire et consolider un bouclier financier permettant de garantir le travail d'organisations telles que celles qui défendent les droits humains en Palestine, des institutions comme la Cour pénale internationale, ainsi que l'ensemble de l'écosystème des acteurs impliqués dans la défense des droits humains. Voilà, je m'arrêterai là pour cette présentation. Mais je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Zoé, Joël et Antoine, pour vos trois présentations qui ont été extrêmement impactantes et complémentaires, hein, et qui nous éclairent énormément, tant sur le contenu du rapport que sur la situation actuelle, qui est effectivement beaucoup plus grave que je l'imaginais aussi. Et donc, j'ouvre maintenant la session questions-réponses. J'ai deux questions de Guilain. Peut-être tous les autres, vous pouvez vous précipiter sur votre clavier pour poser des questions. Et s'il n'y en a pas plus d'autres, j'ouvrirai peut-être les micros. Les deux questions de Guilain Poissonnier sont les suivantes. Y a-t-il eu un débat au sein de la Commission ou du Conseil européen au sujet d'un éventuel usage de la loi de blocage? Et la deuxième, c'est les Européens sanctionnés pourraient-ils demander à la justice européenne
d'ordonner aux institutions européennes de les protéger et ainsi d'actionner la loi de blocage. On peut commencer peut-être par la première question sur s'il y a eu un éventuel débat au sein des deux institutions européennes concernant l'usage de la loi de blocage dont vous avez montré les limites. Antoine, tu veux commencer sur ça ou tu veux que... Comme tu veux. Vas-y, à toi l'honneur. Bah en tout cas, au niveau de la commission, ça c'est sûr que c'est une question qui est constante. C'est une décision que la Commission européenne fait de ne pas activer le statut de blocage de l'Union européenne. Et une des raisons pour lesquelles la Commission n'active pas le statut de blocage, c'est de dire qu'ils savent pas quelle serait la réaction de l'administration Trump en cas d'activation du statut de blocage. Donc, si la Commission active le statut de blocage, l'administration Trump pourrait surenchérir en sanctionnant la Cour dans son ensemble, la Cour en tant qu'institution. Donc, il y a vraiment la question de la peur de la réaction de l'administration américaine qui se pose. Après, un autre argument qui est utilisé, c'est le fait que le statut de blocage n'est pas assez efficace et que c'est un outil qui a des limitations. Donc, une des raisons pour lesquelles ils ne l'utilisent pas. Donc voilà, après, nous, on n'est pas d'accord avec, avec ces raisons-là et on pense qu'il faut, quoi qu'il arrive, activer le statut de blocage de l'Union européenne. Et que la Commission ne devrait pas prendre ses décisions en ayant peur des réactions de l'administration américaine, tout en sachant que les conséquences des sanctions sont déjà maintenant bien ressenties. Après, au niveau des États européens, il y a des États qui sont très publiquement en faveur de l'activation du statut de blocage. Et il y en a qui ne le sont pas. Et ça, c'est également un des arguments avancés par la Commission, qui est de dire qu'ils ont peur que le Conseil puisse bloquer l'activation du statut de blocage. Et il y a des États, notamment les Pays-Bas, qui est l'État hôte de la Cour pénale internationale, qui ne sont pas en faveur actuellement de l'activation du statut de blocage de l'Union européenne. Et il y a d'autres États comme notamment la Slovénie, la Belgique, la France, l'Espagne, qui sont en faveur de son activation. Donc voilà. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres commentaires à ce sujet. En complément, peut-être, Oui. ce qui est intéressant aussi de voir, et je pense que dans le contexte actuel, de l'attitude des États européens très largement, c'est qu'il y a une forme d'attentisme, une crainte en quelque sorte si on fait quelque chose de plus, ça risque d'énerver le voisin américain et du coup, il vaut mieux ne pas rock the boat. Donc ne pas basculer trop le bateau, il risquait de chavirer. Euh, et je pense, hein, en toute honnêteté, que le fait que les sanctions aient visé la situation en Israël et en Palestine a commencé par ne pas véritablement gêner les décideurs européens. En quelque sorte, ça pouvait même peut-être en arranger quelques-uns. Parce que ça nous enlève une épine dans le pied. Et vous voyez d'ailleurs hein, la manière avec laquelle les États européens, les dirigeants européens ne s'empressent pas pour arrêter les avions qui traverseraient leur ciel s'ils transportent des personnes poursuivies par la Cour pénale internationale. À partir du moment où ces personnes qui sont poursuivies sont israéliennes et pas véritablement russes. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Néanmoins, dans un premier temps, la réaction a été en effet particulièrement frileuse, jusqu'à ce que les Américains eux-mêmes mentionnent la possibilité de faire des sanctions à titre institutionnel contre la Cour elle-même. Et là aussi, ça a eu un deuxième chilling effect visant les dirigeants européens. Euh, mais en réalité aussi, ce qui s'est passé, c'est que les opérations de la Cour à l'étranger ont aussi été indirectement impactées par ces sanctions, par ce qu'on appelle de l'overcompliance. Et ce qui fait que
les États se sont, ou en tout cas aujourd'hui, se retrouvent dans une situation où elles doivent, voilà, c'est plus tant la question de savoir si les enquêtes en Israël et en Palestine vont être stoppées, c'est est-ce que la Cour va être capable de fonctionner? Et ça, cet argument aujourd'hui est en train de remonter comme étant particulièrement, en effet, problématique. Et du coup, la Commission est en train de plancher pour essayer de trouver des modalités de résolution de euh, paiement à envoyer pour chaque paiement que la Commission doit faire. Merci Quant à beaucoup la, pour ces précisions. Pardon? quant à la Oui. question aussi concernant la possibilité de porter plainte pour demander l'ouverture d'un compte et ou se protester contre la sanction. Euh, oui, je pense que c'est tout à fait possible de le faire, d'autant plus qu'il y a dans les États membres de l'Union européenne un droit à un compte. Le droit d'ouvrir au compte bancaire est un droit reconnu, etc. Sauf que le droit au compte bancaire est un droit particulièrement limité et il ne permet pas toutes les transactions et il ne permet pas de faire des transactions internationales et on pourrait même se penser le fait que des banques n'iraient pas plus loin que simplement ouvrir un compte et ensuite contrôler l'ensemble des versements et paiements qu'ils font, ce qui, en tout état des choses, ne serait pas satisfaisant pour les personnes et surtout les entités visées. Merci beaucoup. Enfin, la deuxième question de Guilain concernait, si je la comprends bien, va un peu plus loin que le commentaire que tu viens de faire, puisqu'il dit, est-ce que les Européens, donc des citoyens de pays membres de l'Union européenne, qui sont sanctionnés, comme on le sait, pourraient ou non voilà, demander à la justice européenne, donc d'ordonner aux institutions européennes de les protéger et ainsi d'actionner la loi de blocage, c'est-à-dire aller au tribunal de justice européenne ou dans un premier temps la Cour de justice de l'Union européenne, voilà, pour ordonner aux deux institutions compétentes de faire usage de ce mécanisme de blocage. Alors, j'avoue que je ne sais pas précisément si ça pourrait fonctionner. Et ça vaut certainement le coup de tenter, euh, en tout cas de l'étudier. Nous, on sait que plusieurs banques ont été saisies aussi. Enfin, je veux dire que des entités sanctionnées, c'était le cas notamment de Francesca Albanese et c'est documenté dans le rapport de la coalition a sollicité des banques en Italie pour lui garantir et lui ouvrir un compte, laquelle banque s'est retrouvée dans une situation de ne pas pouvoir l'ouvrir parce qu'ils avaient des transactions américaines dans leurs propres opérations, donc du coup ils étaient passibles de pouvoir être poursuivis et sanctionnés pour violation des sanctions et a interpellé le Parlement européen pour que les dirigeants européens prennent des mesures. Donc, je sais que plusieurs institutions financières ont demandé aux interlocuteurs décisionnaires européens de mettre en place ces sanctions, ce qui jusqu'à présent n'a pas été le cas. Donc, c'est pas exactement la question que vous posez, mais quant à la capacité d'enjoindre via une décision de justice, ça, je ne sais pas. Eh bien, Jurdi s'y intéressera. Une question de Claude de Brûle. Quel délai raisonnable de mise en œuvre du bouclier financier dans l'espace européen et entre les mains de qui?
Alors ici, il nous faut du leadership politique, et donc c'est quelque chose que l'on essaie de construire notamment en menant des activités de sensibilisation auprès du Parlement européen pour que plusieurs partis politiques puissent porter ces questions-là. Voilà, pour que ça puisse être mis en place. Donc le délai, il est pour l'instant très inconnu pour la mise en place d'un tel bouclier. Voilà, et sachant qu'il faut commencer par une initiative pour le mener avant toute chose. Très Et on bien. sait par exemple que pour des objets que sont le, euh, l'euro numérique qui est en cours de discussion et négociation entre les différentes institutions européennes. On en est à deuxième ou troisième année de négociation et on est dans la phase du trilogue pour terminer les négociations. Donc ça prend en effet plusieurs années. Pour autant, il pourrait y avoir, et on peut imaginer aussi, des outils intermédiaires qui soient mis en place. À défaut d'avoir un bouclier consolidé, euh, l'Union européenne a, par exemple, il y a quelques années, mis en place un système permettant à des entreprises européennes de faire des versements ou des investissements en Iran. Et donc ici, voilà, il y a un système financier qui a été mis en place, dont ce bouclier d'ailleurs s'est inspiré. L'idée du bouclier s'est inspirée des pratiques qui avaient été menées, qui permettaient à des entreprises européennes d'aller investir en Iran, alors qu'il y a des sanctions américaines, avec une forme de garantie qui était mise en place par la Banque européenne d'investissement. Il y a un système de validation des investissements par un espace de coordination européen. Ce système a été mis en place, ils ont mis un an à le mettre en place. Il n'a en réalité pas été utilisé par les investisseurs européens, lesquels investisseurs pensaient que peut-être que finalement le marché iranien ne les intéressait plus, ils préféraient rester dans le marché américain. Euh, Ici, concernant des institutions comme la Cour pénale internationale pour des ONG, une telle facilité serait en tout cas beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était dans le cas iranien. Et donc ça avait été mis en place en un an, mais si ça a déjà été fait une fois, peut-être qu'on pourrait le faire plus rapidement la deuxième. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux passer à la question suivante s'il n'y a pas d'autres commentaires à ces deux questions. Une question de Corentin Lessine. Quelle réaction au sein des États-Unis contre ces sanctions? Y a-t-il des voies de recours contre ces décisions? J'imagine qu'il y a des ONG partenaires ou de défense des droits humains américaines qui se positionnent contre. Zoé, tu en avais dit quelques mots, je crois. Oui. Alors, ce qu'on a vu au niveau des États-Unis, c'est que, alors, il y a une dénonciation très claire de la part des ONG américaines, notamment les plus grosses ONG de défense des droits humains aux États-Unis, comme ACLU, Human Rights Watch. Donc, il y a eu une dénonciation extrêmement ferme des sanctions. Et il y a plusieurs contentieux qui sont en cours. Et il y aura des contentieux, à mon avis, qui vont continuer dans les années à venir. Il y a eu des contentieux qui ont été faits au niveau individuel. Donc, notamment, il y a des personnes américaines qui ont fait des processus de contentieux au niveau américain, notamment pour avoir une sorte d'exemption. Donc, par exemple, des personnes qui travaillent avec la Cour pénale internationale, mais en lien avec des enquêtes différentes, ou en lien avec des enquêtes qui ne concernent pas des personnes américaines ou des personnes israéliennes, qui ont fait des demandes d'exemption pour être exemptées des sanctions. Il y a également Francesca Albanese qui a en fait, au travers de sa fille et son mari, qui eux ont fait un contentieux au niveau national contre les sanctions, puisque sa fille a la nationalité américaine, elle est née aux États-Unis. Mais après, la problématique du contentieux, c'est qu'en fait,
les sanctions sont imposées au travers de AIPA, de la loi que je mentionnais au début de la présentation, qui donne des pouvoirs extrêmement larges au pouvoir exécutif américain et donc au président. Il peut imposer des sanctions en lien avec tout ce qui menace la sécurité nationale, la politique extérieure et l'économie américaine. Et donc, en fait, la loi est tellement large que c'est déjà très compliqué de renverser, par exemple, un décret américain. Et on a parlé à des avocats américains qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu un décret américain se faire complètement renverser. Et après, pour les personnes, il y a des possibilités d'aboutissement pour les personnes américaines, puisque leurs droits constitutionnels sont protégés. Mais pour les personnes qui ne sont pas américaines ou qui n'ont pas un lien ou un nexus qui serait fort avec les États-Unis, c'est quasiment impossible d'aboutir à quelque chose pour eux. Donc, dans le cas de Francesca Albanese, comme sa fille est américaine, elle-même n'est pas américaine, mais donc elle a un lien fort avec les États-Unis. Donc, ça a plus de chances d'aboutir. Mais pour une personne qui n'a aucune connexion avec les États-Unis et qui se fait sanctionner, d'après nos entretiens et nos discussions avec les avocats américains spécialisés en sanctions, il n'y a quasiment aucune possibilité d'aboutir à un résultat positif. Donc, il y a du contentieux qui est en cours, mais c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et encore une fois, comme la loi a été écrite de manière extrêmement large, le pouvoir donné au président américain est très important. Merci beaucoup Zoé. J'ai quelques autres questions. Nous sommes encore dans les temps. Euh, Qu'en est-il du refus de visa pour la venue en France de Shawen Jabarin? Est-ce Peut-être que je que peux répondre vous pouvez à cette question. répondre à cette inquiétude? Sharwan Jabarin est le directeur général d'Al-Rak. Sa demande de visa a été refusée deux fois pour le consulat de France à Jérusalem en 2025. Il a donc intenté un recours contre ce refus devant le tribunal administratif de Nantes qui a rendu son ordonnance le 30 avril dernier. Le motif invoqué à l'appui du refus de visa, c'était le risque que présentait sa venue en France pour l'ordre public. Le tribunal administratif de Nantes a constaté que Sharwan Barin avait obtenu un visa de courte durée pour 4 ans. S'était rendu en France à plusieurs reprises ainsi qu'en Europe et n'avait jamais posé la moindre menace pour l'ordre public lors de ses venues. Et le tribunal a également noté que le, le mémoire produit en défense par le ministère français de l'Intérieur n'était pas du tout étayé, que les accusations euh, d'affiliation à un mouvement terroriste n'étaient pas étayées. Il a donc ordonné le réexamen de sa demande de visa. Merci beaucoup Joël. La question suivante est de Omnia Naitali. Peut-on dire que les régimes de sanctions initialement conçus pour la lutte contre le terrorisme, entre guillemets, à des acteurs de la justice internationale, montrent les lacunes du droit international? Rien dans le statut de Rome ne protège les juges de la Cour pénale internationale et les immunités dont ils bénéficient ne sont pas opposables aux États-Unis ni à la Russie d'ailleurs. Alors, ça fait deux questions dans une. Vous l'avez comprise ou je la répète, non? Non, c'est bon, merci. Je peux commencer après Antoine et Joël, je ne sais pas si vous voulez rajouter Oui. quelque chose. Je pense qu'effectivement, ça montre les limites du droit international et les limites de la volonté des États à le protéger. Sur la question des immunités, on le voit avec Francesca Albanese, puisque Francesca Albanese a des immunités qui sont opposables aux États-Unis. Euh, euh, elle a quand même été sanctionnée alors que la Convention sur les privilèges et les immunités des personnes des Nations Unies a été ratifiée par les États-Unis et fait partie du droit américain. Donc, ça pose surtout la question de la volonté et la capacité des États à défendre ce droit et à défendre la Cour.
D'accord. Merci beaucoup, Zoé. Est-ce que l'un d'entre vous, Joël ou Antoine, voulait compléter Oui, ou peut-être répondre? aussi, mais en effet, alors c'est bien de faire le parallèle aussi avec la Russie qui a aussi adopté alors pas des sanctions, mais qui a poursuivi les juges et condamné les juges qui avaient désigné et inculpé Vladimir Poutine. Euh, et donc, en effet, on se retrouve du coup dans un système avec deux systèmes juridiques qui visent la Cour pénale internationale. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Zoé, mais je dirais aussi que ça montre l'insuffisance du droit international plutôt que les limites du droit international. Moi, je suis d'accord avec Zoé également. Cependant, le droit international est négocié, il est ratifié, il est appliqué par les États. Euh, donc, au lieu de parler d'insuffisance ou de lacune du droit international, je pense que l'élément clé, c'est l'application qu'en font les États et l'importance des considérations politiques dans cette application est, euh, euh, est primordiale aussi. Il faut garder en tête que les sanctions américaines, que ce soit contre la CPI ou contre les organisations palestiniennes, n'ont suivi aucun processus de due process. Il y a eu aucun examen par un juge du bien fondé des sanctions. Donc, on peut également se demander est-ce que le droit américain a même été respecté. Et c'est aux États de prendre une position ferme face à ces décisions politiques euh, et en se rangeant du côté du droit international ou pas. Mais je tendrais à ne pas pencher du côté des lacunes du droit international, mais plutôt du manque de, de courage de certains États dans son application. Merci beaucoup à tous. Je vais maintenant poser la question de Patrick Le Yarrick. Bonjour, Monsieur Le Yarrick. Vous remercie pour vos exposés très documentés. Pourrait-on avoir les textes écrits ou les éléments principaux pour populariser ces éléments de contenu, car ces éléments sont trop méconnus et très sous-estimés? Oui, alors on a partagé le lien vers le rapport dans le chat et peut-être qu'on pourrait discuter avec Jurdi pour faire un résumé en français des éléments principaux pour que ce soit aussi plus accessible parce que pour l'instant le rapport il est que en anglais. Parfait. Une autre question de Guilain, poissonnier. La décision de refus de visa du directeur d'Al-Haq n'est-elle pas un effet collatéral des sanctions américaines, la France ne souhaitant pas contrarier les autorités américaines? C'est difficile de répondre à cette question et de se mettre dans la place des décideurs politiques français. Je dirais que ça s'inscrit dans une tendance à suivre, bien sûr, la politique étrangère américaine, une politique pro-israélienne. On l'a vu dans la demande du ministre français des Affaires étrangères adressée à Francesca Albanese de démissionner suite à des accusations. Des propos qui lui ont été attribués, mais qu'elle n'a pas du tout tenus. Euh, donc, et il n'y a eu aucune vérification du bien fondé de cette accusation qui était faite par la parlementaire Caroline Yadan. Je pense que c'est pas surprenant, ça s'inscrit dans cette tendance et il y a forcément un alignement avec la politique étrangère américaine. Peur des répercussions, je ne m'avancerai pas jusque-là. Et, et on est plus dans de la ruine politique, malheureusement, que dans de l'application du droit international, ou même du droit français. Et le tribunal, l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes est, euh, est la bienvenue en ce elle, euh, elle fournit une application
du droit français quant à l'octroi de visa, qui est plus conforme au droit que la décision du consulat de France à Jérusalem. Merci beaucoup, Joël. Je voulais peut-être compléter aussi ce que dit Joël, ayant été aussi impliqué dans les discussions auprès des différents représentants de l'administration française, euh, pour peut-être davantage orienter les origines des poursuites contre Shawan dans l'intervention d'acteurs qui sont proches du gouvernement d'Israël plutôt que de l'administration américaine. Les sanctions, ou en tout cas les accusations qui étaient reprochées à Shawan Jabarin, étaient des accusations que le gouvernement israélien a déjà portées contre lui pendant plusieurs années, et qui ont pu être ensuite démontées par les instances ayant la capacité de le faire. Et on a retrouvé plutôt une empreinte d'allégations concernant l'administration israélienne, laquelle est beaucoup plus active et virulente aujourd'hui pour empêcher l'ensemble des acteurs pro-palestiniens d'opérer, d'agir, d'intervenir, avec au sein de l'administration française et notamment au ministère de l'Intérieur des alliés qui n'hésiteront pas à dégainer quand il s'agit de réduire au silence les voix pro-palestiniennes. Je fais référence notamment à un rapport de la FIDH là-dessus, sur les voix, de la manière avec laquelle ces dites voix ont été rendues, réduites au silence dans plusieurs pays, y compris en France, document que nous avons rendu public l'année dernière. Voilà, plutôt du côté d'Israël, à mon sens, que de l'administration américaine. Merci beaucoup, Antoine. J'ai maintenant une question de Alexandre Cubizol qui vient de nous rejoindre à Jourdi. Merci Alexandre. En prenant le cas c'est une question qui relève du droit humanitaire. En prenant le cas des sanctions sur les ONG palestiniennes, est-ce qu'on ne pourrait pas lier ces sanctions à la notion de peine collective ou de sanction collective du droit international humanitaire, car ces sanctions affectent, dit-il, indirectement toute la population civile et notamment la fermeture d'ONG humanitaires aux droits de l'homme est essentielle, d'autant plus que dans un contexte d'occupation. Donc, DIH, occupation, peine collective. À mon sens, la notion de peine collective, elle est appliquée. Le cas d'école de la peine collective, ce sont des politiques comme le blocus de Gaza qui affectent l'ensemble de la population civile de Gaza, ou les démolitions de maisons, de familles de Palestiniens qui sont suspectés d'actes terrorisme. Là, on est dans un cas différent. euh, et ça va plus loin en fait. Ces sanctions visent à museler la société civile palestinienne pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle représente. Euh, donc c'est pas seulement une peine collective en fait. Ça s'inscrit, comme je le disais, dans la campagne génocidaire contre le peuple palestinien, en visant à empêcher la collecte de preuves et la fourniture de preuves aux États et aux tribunaux internationaux. Donc, oui, on pourrait parler de peine collective, mais à mon sens, ça va plus loin. Merci beaucoup à toi, Joël, pour cette réponse. Je n'ai pas d'autres questions. J'ai juste une curiosité qui est pour moi comme un éléphant dans la pièce, qui est, on a tous suivi, en tous les cas les gens de ma génération, le mouvement vers la création de la Cour pénale internationale. C'est une idée de Monnier, 1873 à Genève, enfin, etc. Et on a tous contribué la mise en place, à l'élaboration du statut de Rome, enfin d'une manière ou d'une autre, etc. La coalition a joué un rôle absolument fondamental aussi, et toutes les autres organisations présentes. Et puis on a bien vu comment
ce qui avait été dit, c'est bon pour les voyous et c'est bon pour les Africains, mais c'est pas bon pour nous. Et moi, je suis quand même, par rapport à ce propos raciste, occidentalo-centré, je m'interroge sur les leçons qu'on peut apprendre de ça, si toutefois on passe le cap dans lequel nous trouvons, de la justice internationale et de la Cour en particulier avec la leçon que nous apprenons pour avoir une justice complémentaire, certes, mais universelle. Et la question de la juridiction universelle, bien sûr, qui est posée. Merci Patrick. Bah là, c'est effectivement, on est à un moment essentiel. Et c'est la première fois que des mandats d'arrêt ont été émis contre. Alors, désolée, j'ai eu un problème de connexion. C'est la première fois que des mandats d'arrêt ont été émis contre des États qui sont alliés, qui sont soit des États extrêmement puissants, soit des États alliés à des pays occidentaux. Et c'est dans ce contexte-là que les sanctions ont été utilisées. L'administration de Trump est extrêmement claire. Ils ne veulent pas, enfin, l'administration américaine et israélienne ne veulent pas que la loi s'applique à eux et aux États puissants. Et c'est maintenant que les États doivent démontrer leur volonté réelle de protéger le statut de Rome, de protéger la Cour pénale internationale. Et dans tous les entretiens avec les juges, avec les procureurs, c'est un élément qui est ressorti. Ils appliqueront la loi de manière égale pour toutes les personnes qui sont accusées de crimes internationaux et pour toutes les victimes. Mais c'est maintenant aux États de défendre ce système qu'ils ont mis en place, même quand ce système poursuit soit leurs nationaux, soit leurs alliés. Donc, effectivement, c'est un moment essentiel pour la justice internationale et les États doivent résister. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Sinon, je Oui, je mets pourrais un peut-être terme à notre... compléter sans contredire d'ailleurs, mais en complément. euh, ce que vous dites les uns les autres, Patrick et Zoé, c'est tout à fait vrai, mais ça s'inscrit aussi dans une tendance plus large où on peut aussi considérer que l'ensemble des institutions internationales mises en place après la Seconde Guerre mondiale aient été mises en place finalement dans un environnement qui servait les intérêts des États occidentaux ou à tout le moins des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-être. On le voit aussi aujourd'hui face à l'absence de réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies en réponse à l'attaque israélo-américaine en Iran. Laquelle réponse plutôt du Conseil de sécurité a été de condamner les attaques menées par Iran contre les pays voisins du Golfe. Donc on voit en effet ici l'utilisation de manière flagrante, tout à fait politicienne ou politique du mandat du maintien de la paix du Conseil de sécurité. Et donc ça fait partie des enjeux du système multilatéral aujourd'hui et la Cour est aussi au cœur de ces enjeux-là, bien évidemment, malheureusement. Oui, oui, je comprends. Merci beaucoup pour ce commentaire, Antoine. Euh, je prends une dernière question de Guylain Poissonnier et on mettra un terme à notre réunion après, lequel Guylain, au nom de nous tous d'ailleurs, remercie nos trois conférenciers et ce débat pour une présentation absolument passionnante qui doit, dit-il, et je me joins à sa parole et vous tous aussi, tous nous remobiliser. Alors la question est, au sein de la Cour pénale internationale, y a-t-il débat sur l'utilisation de l'infraction d'atteinte au travail de la Cour contre ceux qui empêchent cette même Cour de fonctionner? Alors, oui, il y a la question de l'atteinte à l'administration de la justice.
qui est présente dans le statut de Rome. Après, c'est au bureau du procureur de voir s'ils veulent tenter des poursuites au travers de cet article. Mais il n'y a rien de public qui a été dit en tout cas. Antoine, Joël, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, et d'ailleurs, à ce stade, les États membres à la SP, les États membres du statut de Rome à la dernière conférence annuelle en décembre dernier, ont plutôt dit qu'ils allaient certes condamner du bout des lèvres, mais engager un dialogue avec les autorités concernées par l'émission de ces sanctions, plutôt que de les poursuivre. Donc, pour l'instant, c'est le chemin inverse qui est pris. Mince. Si je peux ajouter quelques mots, Oui, bien sûr, Joël. pour avoir assisté à l'ASP en 2024, il y avait un climat de peur. On n'était pas encore au temps des sanctions, mais on les pressentait. Il y avait un climat de peur. On se demandait si la Cour allait pouvoir fonctionner. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. On n'en est pas encore au stade d'utiliser ce mécanisme de l'article 70 du statut, malheureusement. Eh bien, je vais, au nom de tous, je vois des commentaires extrêmement élogieux pour vos présentations et le débat et le sujet qui a été abordé ce soir. Au nom de tout le Si je peux monde, juste, Patrick, je crois non. que je viens de regarder là en 2024, il y avait eu un statement de la part du procureur en mai 2024. Je l'enverrai dans la conversation dans laquelle il dit My office will not hesitate to act pursuant to Article 70 of the Rome Statute if such conduct continues, en parlant des tentatives d'intimidation et d'influence de la Cour en lien avec les mandats d'arrêt. Donc, je l'envoie ici. Merci beaucoup. Pendant que tu faisais ce commentaire, Zoé, qui est aussi qui est très important, arrive de nombreuses, pratiquement de tout le monde, des remerciements à tous les intervenants. C'était très enrichissant et tous du même ordre. Merci, excellent mardi de jeudi. Merci beaucoup pour cette présentation. Et j'en passe. Et Zoé qui vient de mettre un autre texte, donne-nous le temps de le lire. Merci beaucoup. Donc, je disais, au-delà de tous ces merci collectifs et mutuels, au nom de Jurdi, de vous tous, je remercie nos intervenants, nos amis de la Fédération internationale des droits de l'homme, de l'Al-Haq aussi. Merci Al-Haq du fond du cœur pour tout ce que vous faites. J'ai beaucoup travaillé avec vous dans le passé. C'est très émouvant. Et donc, je vous dis à bientôt et au mois prochain. À tous les membres de Jourdi et à tous les amis de Jourdi et à Patrick Le Yarrick, merci de nous suivre. On a besoin de journalistes qui essayent de pénétrer les médias pour dire le droit international. Voilà, et donc merci à tous et à mardi prochain. Merci pour votre soutien et votre Merci Patrick, merci à Jurdi, merci tout le monde.